Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité Michel Onfray. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, vous êtes essayiste, vous êtes aussi un auteur prolixe et à succès. Une centaine d'ouvrages publiés. Vos derniers livres, l'autre collaboration, Les origines françaises de l'islamo-gauchisme, est paru chez Plomb. Alors cette soif d'écrire, Michel Onfray, de parler, de débattre, elle vous vient d'où ? Oula, ça c'est une vaste question. Je pense que... Une question existentielle. Oui, absolument. J'ai eu une enfance un peu problématique. Enfin, j'ai pris des coups, je me suis retrouvé dans un orphelinat, il y avait des prêtres salésiens. Certains étaient pédophiles, c'était la terreur. Vous avez souffert ? Oui. Oui, oui, évidemment. Vous avez été agressé ? Non, pas sexuellement. Enfin, tripoté, ouais. mais pas sexuellement. Ah, quand même. Enfin, sexuellement. Corporellement. C'est-à-dire que... Donc, Bétaram, ça vous dit quelque chose ? Bah oui, évidemment, oui. Hein, la main dans le cou, par exemple, etc. Mais pas de tripotage sexuel à proprement parler. Il y en a eu ? Autour de vous ? Là où j'étais, oui, dans cet orphelinat, oui. On connaissait les pères, d'ailleurs, qui faisaient ça. Et pourtant, on ne parlait pas. Eh bien, c'est plutôt que quand on en parlait, on n'était pas cru. Moi, quand j'en ai parlé à mes parents, ma mère m'a dit « Tu inventes n'importe quoi pour qu'on te sorte de cette école. Ça n'est pas possible. Les prêtres n'ont pas de sexualité, et encore moins avec des enfants. Et comment est-ce possible d'avoir une sexualité avec des enfants ?» C'est ce que dit la fille de François Bayrou. Elle dit « On ne croit pas les victimes. » Et c'est pour ça qu'ils se taisent. Alors aujourd'hui, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque... Oui, à l'époque, c'est sûr. À l'époque, ce n'était pas crédible. C'était l'enfant est en train d'inventer. Et donc, ce qui m'a sauvé, c'est la lecture. Et donc, j'avais une bibliothèque effondrée dans le dortoir, et je me souviens d'avoir pris... Vous avez quel âge ? Moins de 10 ans ? J'entre à 10 ans, j'en sors à 14. Et je lis Le vieil homme et la mer, et là, d'un seul coup, je découvre la puissance du livre. Vous êtes dans le livre, et vous êtes en plein milieu de la mer, et puis vous fermez le livre, et il y a 120 garçons qui sentent mauvais dans le dortoir, et vous rouvrez le livre, et vous êtes au milieu de la mer, et la magie du livre, c'est ça. La magie du livre, le rêve. C'est l'ouverture sur d'autres mondes. Et donc, évidemment, je ne fais pas les distinctions entre sociologie, philosophie, psychologie, roman, théâtre ou poésie. Pour moi, il y a les livres. Et je me mets à écrire. C'est-à-dire, à 10 ans, je commande un petit carnet. Il y avait des fournitures, comme on disait à l'époque. Il y a un monsieur qui s'appelait Monsieur Naturel et qui s'occupait des fournitures. Et j'avais commandé un carnet à mon usage personnel et j'ai rempli le carnet avec une histoire, une fiction. En combien de temps ? Ah ben ça, j'ai pas grand souvenir, mais enfin, ça ne m'a pas pris grand temps déjà à l'époque. Et je saturais le carnet, c'est-à-dire que c'est ma mère qui a retrouvé ça il y a quelques temps, et donc je commence en haut à gauche et je remplis la page pleinement, et quand le carnet est fini, en bas à droite, la dernière page, j'ai raconté mon histoire. Donc j'ai été ça un temps, c'est-à-dire un petit garçon sauvé par les livres, et puis j'ai découvert que les livres, on pouvait pas forcément les lire, mais qu'on pouvait aussi les écrire. Et puis penser. Alors, puisque c'est le principe de cette émission, un mot sur votre parcours dont vous avez commencé à parler. Vous êtes le fils d'un ouvrier agricole et votre mère faisait des ménages. Est-ce que ça a compté pour vous ? Est-ce que ça compte toujours pour vous, Michel Onfray ? Ah oui, c'est majeur. Je pense que je suis construit par ça. C'est-à-dire que mon père a beaucoup compté pour moi. Mon père est décédé il y a une dizaine d'années. Ma mère est toujours vivante. Elle vient de fêter ses 90 ans. Et j'ai vu la misère, la pauvreté, l'injustice sociale, enfin toutes ces choses-là. J'ai toujours un petit frère. Enfin, un petit frère. Il a 63 ans. Mais il n'a pas pris la même... Non. Il n'a pas eu le même statut non plus, il n'est pas allé en pension, il n'a pas eu tout ça. Mais donc, il n'a pas pris la même direction. Non. Et donc, mais il était le chouchou de la maison, s'il faut en parler comme ça, donc il n'a pas quitté la maison. Moi, j'ai été un peu évincé à cette époque-là. Bon, ça c'est une autre histoire. Et donc j'ai découvert ça. Donc on vivait il y avait une petite pièce de 13 mètres carrés, on vivait là-dedans, et à l'étage, on avait une chambre où on dormait à 4, et j'ai connu ça jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc la misère, la pauvreté, l'injustice, je sais ce que c'est concrètement. Je ne l'ai pas découvert dans les livres. Vous avez commencé à gauche ? Ah mais je suis toujours à gauche, c'est simplement la gauche qui a oublié la gauche. Et quand la gauche aujourd'hui défend l'allocation des utérus ou l'achat et la vente des enfants, j'estime que c'est plus être de gauche, ça. Moi, je parle du Parti Socialiste, je parle aussi de la France Insoumise, et quand la France Insoumise accumule les prétendus jeux de mots sur les chambres à gaz... On va en parler. Non, je ne suis pas de cette gauche-là, ça c'est sûr. Alors, vous n'êtes pas de cette gauche-là, vous êtes toujours philosophe. C'est quoi être un philosophe ? C'est quoi la philosophie ? Et pourquoi avoir choisi ça ? Alors, il y a des philosophies, parce qu'on peut faire de l'esthétique, de la philosophie morale, de la philosophie politique, on peut faire de la logique, on peut faire de la philosophie antique, etc., etc. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer un autre homme qui m'a sauvé après Hemingway, qui était Lucien Gerfagnon, mon prof de philosophie antique. Après Vieil homme et la mer. Oui, c'est ça. Et donc, là c'était le professeur et l'élève, quelque part. Oui. Et là, j'ai découvert que la philosophie, ça pouvait être l'art de mener une vie philosophique.
Alors C'est évidemment, quoi une vie philosophique? eh bien, c'est d'avoir des idées, de vivre en conformité avec ces idées-là, c'est-à-dire de se dire, si j'enseigne quelque chose, eh bien, je le pratique. Pas je n'enseigne pas la charité en étant égoïste. Je n'enseigne pas la vérité en pratiquant le mensonge. Et les philosophes antiques enseignent ça. Et à l'époque, un philosophe, c'est pas quelqu'un qui écrit des livres pour passer à la télévision, à l'époque de Socrate. C'est quelqu'un qui mène une vie philosophique. Du jour au lendemain, il a rencontré quelqu'un, sa vie a été modifiée. Ça devient un maître. On rencontre Socrate, on rencontre Démocrite, on rencontre Épicure. Et puis on se dit, mais ma vie, c'est de mettre en congruence ma vision du monde et ma pratique du monde. Est-ce que c'est compatible avec le bon sens populaire? Moi, je pense. C'est-à-dire que je l'ai pratiqué... je l'ai vu, le bon sens populaire. C'est-à-dire mon père avait, je dirais, 1000 ans de culture virgilienne derrière lui, comme ouvrier agricole, 1000 ans de culture pagano-chrétienne, avec les cycles, les rameaux, les rogations, etc. Plus... Il croyait, votre père? À la fin, il doutait un peu. Mais il avait un peu la foi du charbonnier. Il allait au rameau toujours, tous les ans. Et puis, il y avait derrière ça aussi l'instituteur républicain, laïque, qui lui mélangeait de tout ça, c'est-à-dire une espèce de savoir païen, une espèce de savoir chrétien, mais en même temps une sagesse. On connaissait, on faisait de l'histoire naturelle, on apprenait le fonctionnement du monde, l'histoire, la géographie, etc. Et on fabriquait je m'excuse de vous interrompre, parce qu'à l'époque, l'instituteur, ça comptait. Mais oui, bien sûr. C'était une vocation, c'était pas un métier. C'est-à-dire, on était là pour élever. On le respectait. Voilà, élever, c'est au sens premier du terme. Vous prenez quelqu'un à un niveau particulier, vous le montez à un niveau supérieur. Et il y avait à l'époque des certificats d'études ou des promotions qui se faisaient par l'éducation nationale. Et moi, j'ai été l'enfant de la promotion de l'éducation nationale, oui. De l'école républicaine. Oui, pas seulement, parce que l'endroit où j'étais, qui s'appelle JL, qui s'appelle toujours JL, qui n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu, entendons-nous bien. C'était un enseignement, c'était de l'enseignement privé. Et puis, quand je suis allé ensuite au lycée Jeanne d'Arc à Argentan, c'était aussi une boîte privée. C'est-à-dire que mais c'était quand même les principes de l'école républicaine. C'est ça, absolument. Et alors, tout commence par l'école républicaine. Vous êtes un enfant de cette école, en tout cas de l'école avec un grand E. Elle existe toujours, cette école républicaine, aujourd'hui, ou pas? Je ne vais pas généraliser, je pense qu'il y a probablement des instituteurs, comme on ne dit plus, mais qui eux, enseignent à lire, à écrire. J'ai par exemple des petits-enfants qui sont dans une école où elle existe, même si c'est une école privée, c'est une école dans laquelle on apprend... vous êtes vraiment école privée? Ça, c'est mes petits-enfants qui... Enfin, oui, mais bon, mes enfants issus d'école privée... Moi, j'ai pas choisi. Pour le coup, je ne me serais pas permis. Mais de toute façon, je suis d'abord très solidaire de leur choix, et ensuite, on m'aurait demandé, ce qu'on m'a pas demandé, mais enfin, de choisir, que j'aurais fait comme eux. J'aurais choisi... Pourquoi? Parce que c'est mieux tenu, selon l'expression consacrée. Vous êtes sûr? Oui, hélas, parce qu'on sait qu'il y a une sociologie qui n'est pas la même. Et ça, je ne jette pas le... Ça dépend peut-être du lieu où on habite. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je ne jette pas l'opprobre sur l'enseignement laïque. Je dis simplement qu'il leur incombe des obligations aux gens de l'école laïque qui sont un peu difficiles. Les gamins difficiles, les gamins des quartiers, les gamins, il faut composer avec. On dit, ils sont là, quoi. Voilà. Donc, on peut choisir l'enseignement privé quand on en a les moyens. On ne peut pas, hélas, choisir son enseignement quand on n'en a pas les moyens. Et pour le coup, on s'en va dans l'école laïque. Moi, j'aimerais que l'école laïque redevienne la grande école qu'elle a été et qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Et alors, on va passer de l'école à la France. Est-ce que vous êtes heureux de vivre en France? Et c'est lié aussi à l'école. Oui, je suis malheureux de voir ce que la France devient, mais je suis heureux de voir que ce pays existe toujours. Il y a quand même des gens qui résistent et qui se rebellent. C'est pas parce qu'il y a des majorités... C'est quoi résister aujourd'hui? C'est de dire il y a une décadence, elle ne passera pas par moi. Je ne serai pas de ceux qui crieront avec les loups nihilistes ou les loups déconstructionnistes, voire les loups antisémites ou les loups qui nous font le procès de la raison, sous prétexte qu'elle serait blanche, qu'elle serait occidentale. Alors vous avez écrit aussi que tant que la France restera judéo-chrétienne, le vin sera libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est une façon d'être, c'est-à-dire que alors je fais pas la promotion de l'ivresse, mais je fais la promotion d'une modalité particulière du rapport au monde, c'est-à-dire le rapport aux femmes, le rapport aux jolies filles, je parle comme un garçon hétérosexuel, mais le rapport au vin, à la nourriture, enfin Rabelais est quand même un produit chrétien. Je rappelle que Rabelais n'est pas athée, contrairement à ce qu'on peut imaginer. L'œuvre complète de Rabelais, c'est le retour du refoulé chrétien, le corps qui était méprisé, etc. Et d'un seul coup, là, on a un corps, je vais utiliser ces expressions,
mais qui rôde, qui pisse, qui chie. Enfin, j'utilise les mots de Rabelais. Et donc, on a une tradition rabelaisienne en France, et je trouve que... Elle commence à disparaître ? Elle disparaît pleinement, totalement. D'abord, vous avez... C'est un problème culturel ? Pas seulement, vous avez aussi les hygiénistes qui viennent vous dire, mais vous n'allez pas manger des sangliers rôtis, c'est pas bon pour votre cholestérol. Les verts ? Oui, par exemple, oui. C'est pas bon pour votre cholestérol, l'alcool, c'est pas bien, l'ivresse, c'est pas bien, etc., etc. Donc, il y a un mode de vie... Vous dites bien la drogue, c'est pas bien. On peut dire l'alcool, c'est pas bien. C'est pas exactement la même chose. Je pense que alors on sait évidemment, ça dépend des usages. Ouais. Si vous buvez un litre de vin à chaque repas, c'est effectivement un problème. Mais ça détruit le cerveau, la drogue, on le sait. On sait des choses qu'on ne savait pas. Quand il y a 20 ans, je disais, bah oui, le hashish, c'est pas vraiment un problème. Moi, je sais qu'il y a aujourd'hui des concentrations de hashish qui sont terribles et qui détruisent le cerveau. Vous avez consommé de la drogue ? Non, jamais. J'ai jamais été intéressé par ça. Et l'alcool ? Bah oui. J'en consomme encore. Donc, vous êtes souvent ivre ? Non, jamais. Je l'ai été. C'est-à-dire que j'ai expérimenté une fois ou deux des vraies ivresses, notamment un quasi-coma éthylique quand j'avais 18 ans à la fac. Ça avec vous a fait un copain. Peur ? Oui. Oui. Et là, je me suis dit plus jamais ça. Donc, il y a un beau mot qu'on n'utilise pas beaucoup, que j'avais essayé de réhabiliter quand j'écrivais La raison gourmande, qui est livreté. Livreté, ça veut dire quoi ? C'est un mot qu'on trouve chez Littré. C'est un mélange d'ivresse et d'ébriété. Donc c'est pas ça rend heureux, ça rend joyeux. Bon, tout le monde a pratiqué ça. On sait qu'avec 2 ou 3 petits verres, alors ça dépend. Vous avez aussi ça libère la nature profonde des individus. Et quand on ne supporte pas l'alcool comme moi, c'est une maladie ? Non, c'est pas une maladie. Mais c'est peut-être une bénédiction. Ça vous fait ne boire que de l'eau. Ou des boissons gazeuses, je sais pas. Alors, vous avez beaucoup d'ennemis. Oui. Michel Onfray, vous faites beaucoup d'ennemis de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, de tous les côtés. C'est ainsi, on vous a traité de réac, de misogyne, d'imposteur, d'inculte et même d'antisémite après votre livre sur Freud. Est-ce qu'il y a des critiques que vous acceptez comme un étendard et d'autres qui vous font mal ? Je suis ici dans un endroit où on pourrait avoir l'impression que je dis quelque chose pour flatter ou pour séduire, mais ce qui m'a le plus blessé, c'est l'antisémitisme. Oui. Alors après que Elisabeth Roudinesco ait dit, quand j'avais fait une chronique contre la pédophilie, que j'étais un pédophile refoulé, qu'on ne pouvait pas être aussi un ennemi aussi forcené de la pédophilie sans être soi-même attiré par ça, on rigole un peu, quoi. Mais quand on a fait de moi un antisémite, parce qu'il y a eu d'abord le traité d'athéologie, puis ensuite il y a eu Freud. Et le traité d'athéologie, je suis athée. C'est-à-dire, je ne suis pas agnostique, mais je suis athée, vraiment athée. Et c'est pas exactement la même chose de faire une lecture athée de la Torah, du Talmud, de l'Ancien Testament. Que vous connaissez. Je lis et j'ai plaisir à lire. Le Coran, par exemple, et c'est pas exactement la même chose que de dire, par exemple, qu'on ne croit pas que Dieu ait pu ouvrir la mer Rouge en deux pour que Moïse passe et emporte son peuple. Alors, si on est dans le génie juif de l'herméneutique, ça s'explique, mais si on pense qu'effectivement ça a pu exister réellement, ou que Jésus est mort et ressuscité le 3e jour, etc. Donc j'avais dit ça dans le traité de la théologie, et comme j'avais pris les 3 religions monothéistes, alors j'ai eu droit à antisémite, j'ai eu droit à islamophobe, j'ai eu droit à christianophobe, etc. Bon, ça n'était pas... Vous avez le droit aussi, je vous laisse parler après. Ça n'était pas très grave, parce que c'était une façon de confondre le judaïsme avec les juifs d'aujourd'hui, avec Israël et avec les juifs de toujours. D'ailleurs, c'était des gens, je pense à Jean-Luc Nancy par exemple, qui faisait des tribunes en disant que j'étais antisémite. J'ai montré dans ce livre dont vous avez parlé tout à l'heure que l'étendue de l'antisémitisme chez ce monsieur était assez grande. Enfin, parenthèse fermée. Mais quand j'ai parlé de Freud et que Mme Roudinesco a dit il est antisémite parce qu'il attaque le juif chez Freud, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il était intéressé par l'argent, mais j'ai cité Freud qui disait lui-même qu'il fallait que l'analyse coûte. C'était pas pour vous un cliché antisémite. Mais non, parce qu'il le dit lui-même. Dans Technique de la psychanalyse, il explique pourquoi il faut payer en liquide, pourquoi il faut payer cher, pourquoi il faut que le fauteuil soit derrière le divan. Il le dit tout ça, très précisément. Simplement, j'ai aussi dit quelque chose qui n'est pas beaucoup aux psychanalystes, c'est qu'il fallait payer en liquide, ce qui permettait d'échapper au fisc. Donc évidemment, ça m'a fâché avec la corporation. Et à ce moment-là, la meilleure façon d'insulter quelqu'un, de dire ne lisez pas son livre, c'est de dire il est antisémite. Et on va vous dire, on va le dire tout à l'heure, c'est ce que disent aujourd'hui LFI, on nous accuse d'être antisémite, mais on en reparlera tout à l'heure. Oui. C'est pas le cas. Oui. Politiquement, vous avez soutenu Pierre Juquin, Oui, Pierre Juquin, Olivier Besancenot. Non, enfin oui, non. Oui et non. Mélenchon. Non, c'est-à-dire qu'il faut s'expliquer là-dessus parce que ça traîne sur Wikipédia. Dans le vivier. Non, mais ça c'est dans Wikipédia et moi je veux bien dire ce que j'ai dit sur ces gens-là parce que je n'enlève pas un mot de ça. Mais certains de ces gens-là ont changé. Non, mais en plus de ça, vous ne trouverez pas une ligne de moi qui défende Mélenchon. Non, mais vous ne trouverez pas une ligne de moi. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes ultra droitier. Oui, c'est pareil, c'est des sottises. Mais je veux dire que je fais une émission avec Laurent Ruquier. À la fin de l'émission, Laurent Ruquier me dit « Vous allez voter pour qui aux prochaines présidentielles ?» Je n'en sais rien et on ne sait même pas qui va être candidat. Je dis « J'en sais rien, je ne sais pas. » Et à l'époque, pour vous dire que ça remonte à quand même très très loin, Mélenchon n'avait pas encore été candidat. C'est-à-dire il y a 20 ans, au moins, je ne sais pas, 25 ans, avant 2012. Voilà, c'est ça.
Merci de préciser la date. Et je lui dis, j'en sais rien. Et il me dit, mais Mélenchon, s'il se présentait, je dis, ah oui, ça m'intéresserait. Voilà. À l'époque, Mélenchon, c'est quelqu'un qui quitte le Parti socialiste parce qu'il trouve trop à droite et qui crée un parti de gauche en disant, faisons un parti qui, pour le coup, sera laïque. Il n'était pas question de soutenir des musulmans ou quoi que ce soit, etc. Je dis ça, juste, dans une famille. Il a soutenu, voilà. Ouais. Besancenot fait dans Libération une pleine page en disant du bien de Louise Michel, et pour le coup, c'est ma gauche, c'est la gauche libertaire, et il dit, il faut en finir avec le trotskisme, et il faut faire une grande gauche mouvementiste antilibérale. Je dis formidable. Voilà. Simplement, je découvre par la suite qu'il repeint la boutique trotskiste, et que finalement, il était en train d'essayer de ratisser large, et je me dis, non, finalement, c'était un appel du pied, et voilà. Donc je veux bien, mais quand on cherche chez moi des pages de justification de ces gens-là, elles n'existent pas. Et on le voit dans ce livre. Hein. Bien sûr. On le voit dans ce livre. Et alors, vous citez Camus souvent. Oui. Si la vérité devait être de droite, alors je serais de droite. Et vous avez écrit aussi dans l'un de vos précédents livres, je crois que penser, c'est faire la guerre autrement. Oui, j'ai fait un livre sur la politique de Camus, parce que c'est la mienne, c'est mon socialisme libertaire. J'avais appelé ce livre d'ailleurs L'Ordre libertaire, et pour ce faire, j'avais lu l'œuvre complète de manière chronologique, ce que je fais toujours quand je fais un livre sur quelqu'un. J'ai lu la correspondance complète, et j'ai lu des biographies. Et je me souviens du moment d'arrêt. J'avais lu les 4 volumes de Pléiade, donc du tome 1 au tome 4, et quand je lis cette phrase que vous venez de citer, et je me dis, mais c'est tellement vrai. Et je me dis, mais si c'est vrai, alors pratique-le. Et c'est presque un basculement chez moi où je me dis, sois à la hauteur de cette phrase si tu y crois. Si elle est juste, si elle est vraie, sois à la hauteur. C'est comme ça qu'on a opposé Aron et Sartre. Hein. Oui, bien sûr. Et après, je me suis dit, je défends les idées si je les trouve vraies et justes. Puis si ce sont des idées de droite, c'est pas grave. Et alors, je crois que penser, c'est faire la guerre, c'est-à-dire... Et vous êtes en guerre contre qui, contre quoi aujourd'hui ? Pas contre l'injustice. Est-ce que vous êtes toujours en guerre ? Oui, je crois. Oui, je pense que je cesserai d'être en guerre quand je serai mort, parce que ce qui a fait de moi un philosophe, c'est la rébellion à l'endroit de l'injustice. On revient à la pension, des punitions collectives, des passages à tabac, de la violence physique d'adultes sur des enfants, de l'humiliation psychologique, et l'injustice m'est insupportable. Donc je suis en guerre contre l'injustice, et puis après, là encore, si on reprend... Est-ce que vous considérez que vous avez été une victime de l'injustice, quelque part ? Ben oui, mais comme tous les enfants qui étaient avec moi quand on était dans cette pension et qu'on se retrouvait à 3h du matin dehors en pyjama parce que quelqu'un avait parlé dans la nuit et que les curés nous sortaient en pyjama. Punition collective. Oui. Je n'aime pas les punitions collectives. Les punitions renvoient à des fautes personnelles, mais on ne va pas dire les 120 gamins du dortoir vont payer le fait que peut-être un petit garçon a parlé à un autre petit garçon, peut-être même d'ailleurs qu'il n'a pas parlé, mais qu'il a rêvé tout haut et que c'était des... Voilà. Mais le cynisme l'espèce de méchanceté de ces curés, non, j'ai pas supporté ça. Non. Alors, ce qui nous conduit à parler de votre livre, l'autre collaboration, les origines françaises de l'islamo-gauchisme, c'est publié chez Plomb. Vous écrivez « Je n'imaginais pas en commençant ce livre découvrir autant d'ordures ». Vous pensez à qui ? Quelles sont ces ordures ? Comment on devient une ordure ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'ordures ? Alors j'ai utilisé le mot pour qu'on puisse savoir, qu'on puisse confondre en même temps le tas d'ordures et des gens qui seraient des ordures. Mais oui, je pense que tous les gens dont j'ai parlé, de Alain jusqu'à Jean-Luc Nancy, en passant par Badiou, toujours vivant, et puis les autres, les Sartre, sont des ordures. Dont on va parler précisément. Sont des ordures, oui, vraiment. Sartre. Oui, c'est insupportable. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui a... Parce que vous écrivez sur Sartre, pour nos auditeurs. Oui. Donc Sartre, c'est toujours une référence. Hein. Hélas, pour certains, oui. Et vous écrivez que l'islamo-gauchisme commence peut-être avec Sartre, qui a, je vous cite, politiquement empuanti le XXe siècle et également empoisonné la question juive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je suis sidéré que, vous savez, comme avec le vin, vous présentez... Ah non, vous n'en buvez pas. Mais vous présentez une bouteille de vin, enfin une carafe de vin, vous ne savez pas ce qu'il y a dans la bouteille. Ouais. Et là, vous êtes un peu embêté, quoi. Ouais. Mais là, c'est exactement la même chose. C'est Sartre. Donc, on dit c'est Sartre, donc c'est génial. Vous parlez de Beauvoir. Et vous dites, attendez, je vais vous donner... Et vous parlez de leur parcours. Hein. Voilà. C'est l'antisémite qui crée le juif. C'est la thèse des réflexions sur la question juive. De la part, rappelons-le, d'un individu... L'antisémite qui fait le juif. Voilà, le regard de l'antisémite. Ce qui est une bêtise totale. 46 réflexions sur la question juive. Ça veut dire que... Et à l'époque, ça a fait tilt chez les juifs. Oui, hélas. Et toujours aujourd'hui. Hélas. Mais j'avais eu des conversations avec Robert Misrahi, qui lui avait très bien compris, très vite, qui était très sartrien, Robert. Et très phénoménologue, très sartrien, et on a eu des discussions là-dessus. Lui, il a compris très vite et très tôt l'ambiguïté qu'il y avait dans ce travail. Comment est-ce qu'on peut dire que avant l'antisémite, il n'y a pas de juif ? Pour que vous soyez opposé à un juif, il faut bien que le juif existe avant vous. Donc évidemment... Non, mais vous avez aussi des juifs, dont peut-être je suis, face à un antisémite, comme ce que disait Marc Bloch. Vous vous définissez comme juif face à un antisémite.
Oui, mais là, quand il dit que c'est le regard, enfin, c'est le juif, c'est l'antisémite qui crée le juif. C'est une façon d'abord d'installer les choses sur le terrain ontologique, phénoménologique, etc. Mais c'est une façon de nier 3000 ans d'histoire. Mais on n'a pas besoin d'un antisémite pour que les juifs existent. Et n'y aurait-il plus du tout d'antisémites aujourd'hui que le peuple juif continuerait d'exister. Ça n'est donc pas le juif qui est créé par l'antisémite, c'est qu'il existe un peuple avec sa culture, avec son livre saint, sacré, sa façon d'aborder l'exégèse, l'herméneutique, etc. Et alors Sartre commence en disant ça. Puis après, dans ce livre que j'ai lu et relu, il y a tous les clichés antisémites. C'est-à-dire les descriptions physiques, les oreilles, le nez, les cheveux, etc., les odeurs. L'argent. Et l'argent, bien sûr. Et il dit, mais oui, mais tout ça se comprend parce que ça se justifie, ça s'explique, c'est pas complètement faux. J'ai fait exactement le même travail avec l'abbé Grégoire. Je suis très étonné que personne n'ait, enfin pas grand monde n'ait vu ce qui se dit dans ce livre de l'abbé Grégoire, préfacé par Robert Badinter. Bizarrement, je sais pas s'il a, enfin je vais pas être insultant, mais s'il a lu le livre, mais ne serait-ce même que lire le titre, il fait une réflexion sur la régénération des Juifs. Mais ça veut dire quoi, régénération? Ça veut dire qu'ils sont dégénérés. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Il n'y a même pas besoin de lire le texte, il suffit juste de lire le titre en disant, mais alors, les Juifs sont dégénérés, comment le sont-ils? Puis là, on lit le texte de l'abbé Grégoire, et je ne sais pas, je dis je ne sais pas, c'est une litote, mais pour quelle raison l'abbé Grégoire a été panthéonisé pendant le bicentenaire de la Révolution française, si ce n'est peut-être que ça a permis un rictus à François Mitterrand, qui était le titulaire de la Francisque, que nous savons. Alors, on continue. Parmi les penseurs, philosophes, intellectuels que vous citez, il y a Jean Genet, à travers ses amitiés pour les SS. Je ne savais pas ça. Oui. Et pour les Palestiniens, fidèles palestiniens, je savais. Roger Garaudy, passé du Parti communiste stalinien à l'islam et au négationnisme. Gilles Deleuze et Alain Badiou, qui furent les premiers, avec Garaudy, à retourner l'accusation de génocide contre Israël, qu'on voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui ce que c'est devenu dès le début des années 80. Est-ce à dire que l'islamo-gauchisme a toujours été une tentation chez les intellectuels de gauche? Est-ce que l'islamo-gauchisme est consubstantiel de cette gauche? Écoutez, j'ai cherché, parce que je me suis arrêté au XXe siècle, j'ai pas voulu remonter. Poliakov a fait tout ça très bien, mais au XIXe, au XVIIIe, je ne sais quoi. Et j'ai cherché des philosophes non juifs qui n'auraient pas été antisémites. Oui, parce que vous citez Alain, c'est étonnant, Alain, le philosophe Alain. On nous en a parlé pendant nos études, Alain. Eh ben, antisémite. Paul Ricoeur, antisémite. Vichiste, pétiniste pendant 4 ans et mentant sur la durée de son pétinisme. Et après, dans les années 80, quand Le Pen Jean-Marie Le Pen est très puissant, et il s'en vient dire, le devoir de mémoire, c'est peut-être un peu excessif. Paul Ricoeur. Il disait toujours les mêmes qu'on la mémoire, et c'est toujours contre les mêmes que s'exerce ce devoir de mémoire, etc. etc. Et vous rappelez que Emmanuel Macron le cite beaucoup. Mais, oui. Alors, il a un modèle pour Emmanuel boire Macron. 2 ou 3 cafés avec lui, mais je suis pas sûr qu'il ait lu en profondeur tant histoire et récit. Ça, je suis pas sûr. Mais bon. Vous pensez qu'il aurait pu le lire? Alors, s'il l'a lu, il n'a pas compris. Parce que, franchement, quand on voit ce qui s'y trouve raconté, et puis après qu'on met en perspective avec les mensonges qui ont été ceux de Paul Ricoeur, il a quand même beaucoup menti pendant toute son existence. Pour quelqu'un qui a parlé de vérité, d'écriture de l'histoire, de justice, etc., c'est quand même un peu beaucoup. Michel Foucault, donc avec la révolution iranienne, qu'il voit comme la première grande insurrection contre les systèmes planétaires. Qu'est-ce que vous en déduisez sur la nature du personnage? Et peut-être aussi par rapport à tous ces intellectuels que vous citez, sur les dérives d'une partie de cette gauche, de la gauche. Alors, je pense que Foucault est peut-être le moins antisémite de tous. Et Foucault, d'ailleurs, après, il a dit « je me suis trompé ». Alors, vous avez ici dans les couloirs un garçon formidable, je vais pas mais qui travaille sur ce sujet-là. On avait eu l'occasion d'en parler récemment, mais lors d'un de mes précédents passages, mais qui me disait Foucault dit à un diplomate un jour de profession que, de fait, il s'était trompé sur cette question, mais il l'a jamais dit publiquement. Alors, je pense que pour rendre justice à Foucault, si la vérité devait être de gauche, et je serais de gauche, eh bien. C'est le moins antisémite de tous. Mais quand même. Alors, il est antisémite dans la mesure où il n'a pas compris qu'il y avait de l'antisémitisme chez les mollahs. C'est ça, son antisémitisme à lui. Il n'a jamais rien écrit contre les Juifs. Qui est-ce qu'il a compris au départ? Qu'est-ce qu'il a compris? Non, qui a compris ça au départ? C'est une bonne question. Des années 70, 79. Oui, parce que mais ce sont des gens qui ont un rapport intellectuel on peut parler à l'islam. Giscard aussi, qui a mis en place Khomeini. Oui, absolument. Mais c'est une inculture. Vous savez, je me suis trouvé un jour sur un plateau de Canal+, c'était à l'époque où j'étais invité dans un certain nombre de chaînes qui ne m'invitent plus, je ne parle pas de Canal+, mais enfin, et il y avait Juppé, j'oublie son prénom, mais Alain, c'est ça. Oui, c'est ça, Alain. Et
Il m'agresse. Alors que, bon, dans les couloirs, on connaît très bien, lui et moi, Denis Mola, qui est mon ami libraire à Bordeaux. Et là, il vient me cirer les pompes en me disant... Ah, la librairie Mola, oui. Oui, j'ai vu notre ami Denis, qui était... Bon, d'accord, très bien. Et puis, on arrive sur le plateau. Une des plus grandes librairies de France. Oui. J'aime beaucoup Denis. Et donc, il se retrouve à me dire « Ah, Michel Onfray va encore nous dire... » Alors que dans le couloir, il me disait, bon, dans le genre, on s'agresse pas. Hein. Bon, moi, je suis un gentil garçon, il m'agresse pas, j'agresse pas. Et là, il commence à m'agresser en disant « Oui, Michel Onfray va encore dire que ceci, que cela, etc. » C'est sur l'islam. Et je lui dis « Mais écoutez, je suis quand même très étonné du ton que vous utilisez, mais vous n'avez pas lu le Coran pour dire une chose pareille. » C'est ce qu'il me répond. Non, j'ai pas lu. Ah oui. Je dis, ah bon, on n'avait pas lu le Coran. Il me dit, non, c'est trop compliqué, etc. Je me dis, mais vous êtes agrégé de lettres. Vous avez fait les grandes écoles qui vous permettent quand même de comprendre un texte comme celui-ci. Ah bon, vous n'avez pas lu ce texte Il me dit, non, j'ai pas lu, c'est trop compliqué, c'est trop, etc. Et il y avait mon directeur, mon patron à l'époque, c'était Gilles Aéry, j'étais chez Flammarion à l'époque, qui était dans les couloirs. Et dès qu'on est sorti, il me dit, mais il va se faire massacrer avec ça. Pas du tout. Il n'y a rien eu. C'est-à-dire que cet homme qu'on présentait comme un chef d'État prochain, qui avait été Premier ministre, qui avait été ministre des Affaires étrangères, ne savait pas... Futur président. Oui, c'est ça. Ouais. C'est l'ex-futur. Mais il ignorait le Coran, ce qu'on trouvait dans le Coran. Moi, je l'ai lu avec plume à la main. J'ai des fiches qui sont faites sur ce sujet. Et je sais ce qu'il y a dans le Coran. Ça veut dire que quand Foucault va en Iran, il n'a pas lu le Coran. Il ne sait pas qu'il y a dans le Coran de la misogynie, de la phallocratie, de l'homophobie et surtout un antisémitisme perpétuel. Crasse. Que même dans la vie de Mahomet, il y a des égorgements de juifs parce qu'ils sont juifs. Alors, je ne dirais pas qu'il veut égorger les juifs. Edoui Plenel, est-ce qu'il serait le digne représentant de tous ces intellectuels issus de la gauche à l'origine de l'islamo-gauchisme? Edoui Plenel, vous parlez, on rappelle ces déclarations de 72 sur le massacre de Ménivier. Bien sûr. Le massacre qui a été aussi béni par Sartre. Par Sartre. Hein, donc ça, c'est pour ça je l'ai appris. Hein. Ah oui. Oui. Oui, et je vous assure que quand j'ai cherché le texte, j'ai mis du temps avant de trouver ce texte dans lequel il le légitime. Parce que les ayants droit, d'abord qui m'ont interdit, les ayants droit Gallimard... Mais je vous dis, je l'ai appris. Eh bien, ce texte est introuvable. C'est-à-dire, il y a un dictionnaire Sartre, il est pas dans le texte, dans le dictionnaire Sartre. Il y a les chronologies des Pléiades Sartre, des Pléiades Beauvoir, ça ne s'y trouve pas. Il y a 2 numéros d'oblique dans les chronologies, ça ne s'y trouve pas. C'est un texte qu'on a effacé. Et Plenel, alors? Plenel, c'est quelqu'un qui fait du copier-coller avec tous ces gens-là. Il y a pas. Moi, j'ai lu pour les musulmans, plume à la main aussi. J'avais d'ailleurs écrit un texte contre ce petit livre. Et il n'y a pas une idée originale d'Edoui Plenel. Il n'y en a pas une. C'est simplement du collage. Il se voulait un nouveau Dreyfus en faveur des... Oui, c'est ça. Un nouveau Zola en faveur des musulmans. Oui, c'est ça. Mais on retrouve des idées de Deleuze, des idées de Sartre, des idées de Beauvoir, enfin aucune idée originale. Alors, vous définissez l'islamo-gauchisme comme un mélange de gauchisme révolutionnaire et de soutien implicite ou explicite à des mouvements islamistes. Et pourtant, ou peut-être à cause de ça, grâce à ça, l'islamo-gauchisme prospère. Dans parce que le prolétariat... tous les sillages de la société, y compris notamment dans les universités, dans le monde intellectuel. Oui, parce que le prolétariat old school, je dirais, a disparu, c'est-à-dire le vieil ouvrier dont Marx faisait l'éloge, la fameuse avant-garde éclairée du prolétariat, qui était le moteur de l'histoire, qui allait permettre la révolution, etc. etc. Tout ça, c'est fini. Le prolétariat, il n'est plus le même. Vous avez aujourd'hui des gamins qui, à 11h du soir, livrent des pizzas en mobilette. C'est ça, le prolétariat. Des gamines qui, pour payer leurs études, sont caissières dans un supermarché. C'est ça, le nouveau prolétariat. Et quand ce prolétariat s'effondre, et que la gauche s'est effondrée en 83 avec Mitterrand qui reprend la totalité des idées de Giscard en disant on fait une parenthèse, le socialisme ça marche pas. Quand le PCF voit que l'Union soviétique s'effondre aussi, 89, 92, etc., la gauche se cherche un logiciel de remplacement et ne le trouve pas. Et plutôt que de travailler, à l'époque c'était les R25 et les gyrophares et les caves de pinard. C'est un peu réducteur. Non. Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé. Il n'y en a pas un qui a dit voyons voir du côté de Leroux, voyons voir du côté de... La gauche réfléchissait plus, pensait plus à l'époque qu'aujourd'hui. Eh bien, écoutez, ça s'est pas beaucoup vu. Ce qu'on a juste vu, c'est qu'ils ont acheté clé en main l'idéologie des campus américains et qu'on leur a dit « Oh, mais il y a une gauche américaine qui est déconstructionniste. C'est drôlement bien, ça nous dispensera de travailler. » Quand j'appelle travailler, c'était aussi éventuellement solliciter des Derrida, des Foucault, qui étaient encore vivants à l'époque, des Deleuze, des Guattari, parce que Guattari écrit des discours, fournit des notes à Jacques Lang, ministre de la Culture à l'époque. Et j'avance parce qu'on avance, les minutes passent et on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Pas encore plus d'un quart d'heure. Alain Perfit, en 76, il parlait de mal français. Le mal français, est-ce qu'il est incurable? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'islamo-gauchisme qui est le mal français?
Non, qui je est au crois que centre du mal français. Non, je crois pas. Le mal français, c'est la haine de soi. Ouais. Je pense que, vous savez, il y a un très beau livre de Ségalen qui s'appelle Les Immémoriaux, où il explique comment les civilisations polynésiennes se sont effondrées. Non pas parce que des missionnaires sont arrivés avec leurs bateaux, c'était déjà trop tard, mais parce qu'il y avait déjà une méconnaissance de soi. Je pense que si Israël vit depuis 3000 ans, c'est parce qu'il y a un amour de soi, du peuple, de la culture, d'une nouvelle langue, d'une civilisation, etc., etc. Quand on n'aime plus sa civilisation, elle s'en va, elle s'effondre. Donc aujourd'hui en France, il ne faut pas aimer la France, il ne faut pas aimer le drapeau français, nous n'avons été que vichistes, que colonialistes. Là, pour Front Populaire, je viens de finir un texte en disant mais le décolonialisme intellectuellement... Votre vue, hein. Pardon, oui. Le décolonialisme, c'est une invention de Blancs. Ce sont les Blancs qui ont inventé le décolonialisme. Et je donne des noms, et je donne des pistes, et j'explique pourquoi Montaigne, pourquoi Rousseau, etc. Et pas Marx, qui lui défendait le colonialisme. Donc c'est la haine de soi qui fait qu'après tout peut proliférer. La haine de soi, d'ailleurs, vous dites Marx, il aurait été contre la création de l'État d'Israël. Hein. Et Trotsky, d'abord, on dit que Marx est juif, mais Marx n'est pas juif. Il est d'origine... Enfin, son père était juif et son père s'est converti au luthérianisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de circoncision, ni même d'enseignement de la religion juive chez Marx. Et que donc, quand on dit c'est un juif qui n'aime pas les juifs, non, c'est quelqu'un qui est d'origine juive, mais qui n'aime pas les juifs en disant c'est l'argent, c'est le capital, c'est le capitalisme. On a parlé etc. de l'antisémitisme de Marx. On arrive au centre, au début de votre livre, 7 octobre, ce qui a été un déclic pour vous. C'est même le point de départ de ce livre, de votre livre. Pourquoi cela vous a poussé, le 7 octobre, le massacre, le pogrom de 7 octobre du Hamas, à vous pencher sur les origines françaises de l'islamo-gauchisme? Parce que très vite, quand on s'est dit, moi je suis allé aussi il y a très longtemps à Oradour-sur-Glane, j'ai évidemment tout de suite pensé. On se dit, c'est un nouvel Oradour-sur-Glane. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, on arrive et puis on donc, ce qui s'est passé dans les kibboutz. Oui. Et on précise les choses. Hein, les kibboutz israéliens, ce n'étaient pas des kibboutz à Gaza, dans les territoires occupés. Bien sûr. C'était des kibboutz en terre israélienne. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je suis allé sur place. J'ai vu, on m'a expliqué d'où sont venus les gens. Et puis, on m'a dit, quand tout le monde a été massacré, il y a même encore des grands-pères qui sont venus pour piquer des survêtements, des chaussures, des télévisions, alors qu'il y avait encore des cadavres partout. On m'a expliqué les choses, comment les choses se sont passées. Non, ce qui m'a décidé, c'est pas tant ce qui a eu lieu que les réactions dans les 24 heures ou 48 heures. Évidemment, c'est un massacre, mais je ne suis pas étonné qu'il y ait des massacres, et qui plus est venant du Hamas à l'endroit des Juifs, mais c'est d'entendre la justification qu'en ont donné la gauche. Enfin, oui, mais... Une partie de la gauche. Le LFI, hein? Non, moi je dirais qu'ils se sont trouvés associés aux écologistes. Il y a eu un nouveau Front Populaire là-dessus aussi. C'est-à-dire que certains ont dit ouais, mais non, c'est pas complètement nous, mais enfin on s'allie quand même avec ces gens qui ça étaient. Ça n'a pas commencé le 7 octobre. Voilà. Et c'est surtout ça. Je me suis dit mais ça recommence quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui recommence, la Shoah? Oui, la Shoah, bien sûr, ça continue. Et pour le coup, c'est pas une Shoah à bas bruit, c'est pas une Shoah théorique, c'est une Shoah très très concrète. Et puis on revoit les intellectuels, les sociologues de gauche qui en remettent une couche en disant oui, mais enfin, si les Israéliens n'avaient pas occupé le territoire palestinien, il ne leur serait pas arrivé ça. Alors bon, ce sont des combattants, c'est ça. C'est une espèce d'injustice, quoi. De dire, mais c'est quand même pas possible. Les cadavres sont là, des jeunes, des garçons, tout le monde, des personnes âgées, des femmes, des vieux. On l'a dit, c'est pas pour ça que si ça n'avait pas été ces personnes-là, ça aurait justifié ce qui s'est passé. Tous les gens qui ont été assassinés, pratiquement, étaient des militants de la paix. Oui, bien sûr. Le Hamas a voulu tuer le camp de la paix. Mais bien sûr, moi quand je me suis retrouvé dans ces kibbutz, on m'a dit ici, il y avait ce monsieur qui a travaillé pendant des années à rapprocher de ça. Là, il y avait une dame qui faisait des choses avec les Palestiniens. Je me suis dit, mais racontons-le. Je vais vous dire une chose, j'étais 1 an avant dans le kibbutz de Nahal Oz. Donc, ça avait été un kibbutz Shomer HaTzaor. Je me souviens d'un vieux monsieur, ça se trouve aujourd'hui, il est mort. Oui. Il m'a montré Gaza, il a dit, il faut faire la paix avec eux. Oui. Voilà ce qu'il disait. Et enfin, il y a des gens qui disent qu'il faut faire la guerre avec eux. Voilà. C'est ça la question. C'est pas du tout de dire c'est bien fait pour eux, ils n'avaient pas besoin d'occuper, etc. Enfin, le discours qu'on tient habituellement. Et c'est cette injustice qui m'a fait prendre la plume pour écrire. Alors, aujourd'hui, quand on parle d'islamo-gauchisme, Michel Onfray, on pense LFI et Jean-Luc Mélenchon. En quoi l'islamo-gauchisme de la France insoumise de Mélenchon s'inscrit dans cette longue filiation que vous décrivez dans ce livre? Parce que ce sont leurs références, c'est-à-dire que ce sont des gens qui pensent que Sartre a toujours raison, enfin toujours dans cette histoire qu'il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Et puis on voit qu'il suffit de gratouiller juste un tout petit peu pour que l'antisémitisme du 19e siècle réapparaisse. Le 19e siècle, pas seulement l'antisémitisme de gauche, parce qu'il y a eu un antisémitisme au 19e siècle de gauche, mais l'antisémitisme plus global.
Non, l'antisémitisme de gauche qui associe les juifs, l'argent, le capital. Ça, c'est le 19e siècle, le capitalisme. Et puis après, on ajoute la création d'État d'Israël. Donc, on ajoute l'antisionisme. Et on se dit, ben voilà, l'antisémitisme ajoute une corde à son arc et la corde, c'est effectivement l'antisionisme. Et vous dites, l'antisémitisme sert de ciment à LFI. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, je pense qu'il y a chez ce personnage, il faudrait faire presque un procès du personnage, mais il y a une hystérie. Du personnage Mélenchon. Mais il y a un vieux fond quand même antisémite. Une obsession juive ? Oui, antisémite, oui, je pense. Mais parce qu'il est resté dans les vieux logiciels de la gauche. Vous pensez à cette phrase sur le matelas, les cheveux, les édredons, sur l'antisémitisme résiduel, enfin il y en a des tonnes. C'est-à-dire quand on voit la courbe exponentielle, il y a une courbe qui explose, des attentats antisémites, des gestes antisémites, des propos antisémites, et lui, ça vient nous dire que c'est résiduel. Mais c'est pas de l'antisémitisme, ça ? Et cette gauche-là, elle est résiduelle ou pas ? Hélas, non, je pense qu'elle pèse toujours 20%. Et mon problème, c'est pas tant qu'elle pèse 20%, c'est qu'elle s'associe aux socialistes, aux écologistes et éventuellement à un certain nombre de macronistes. Je rappelle que Édouard Philippe, que Gabriel Attal, que juif, je crois, d'origine, que Gérald Darmanin sont des gens qui ont appelé à voter pour des antisémites pour faire barrage à Marine Le Pen qui n'est pas antisémite. Et vous écrivez que justement, même que pour voter pour un candidat de la NUPES aux dernières législatives, c'était voter pour le Hamas, pour le Hezbollah et pour l'Iran. C'est-à-dire que vous dites tous pourris à gauche, de LFI au PS, en passant par les Verts et par le Parti communiste. Non, je dis pas tous pourris, je dis juste regardez ce qu'ils vous disent. Si vous voulez voter pour eux, moi je suis un démocrate, si les gens veulent voter pour eux, qu'ils votent pour eux. Mais qu'ils ne nous disent pas que ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme, qu'il y a un génocide à Gaza ou ce genre de choses. Je ne veux pas entendre ça. Donc que ces gens-là disent... C'est la même chose quand ils défendent Robespierre. Ils défendent Robespierre, mais Robespierre n'aurait rien à voir avec la terreur. Finalement, il ne savait pas trop, il n'était pas très au courant. Je dis, mais défendez un type qui coupe des têtes et qui envoie ses copains à la guillotine. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Vous dites, je suis socialiste... Robespierre, c'est l'idole de LFI. C'est le héros de LFI. Oui, bien sûr. Mais là, quand vous avez des socialistes qui disent il faut lutter contre le péril fasciste de Marine Le Pen et votons pour se faire pour le Hamas, je dis il y a un truc qui ne va pas. Pour le Hamas, c'est-à-dire LFI ? Oui, que le LFI dit voter pour le Hamas. LFI, c'est le parti du Hamas ? C'est le parti de l'Oumma. C'était la communauté musulmane planétaire. C'est ça, vous dites ça ? Oui, c'est-à-dire que c'est le parti de... LFI, le parti de la Oumma. La chose est clairement dite. C'est-à-dire ils font des yeux doux, des yeux de chimène, comme disait M. Mélenchon, pour l'Algérie, qui détient quand même un otage qui s'appelle Boualem Sansal. Je le rappelle que ça ne les gêne pas du tout, que ça ne les gênait pas du tout non plus, qu'il y ait des otages franco-israéliens, et que ça ne les gêne pas qu'il y ait encore des otages aujourd'hui. LFI qui donc soutient le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, l'Algérie. LFI, c'est le parti d'étrangers. Mélenchon, c'est le représentant de ces partis d'étrangers en France, de ces pays en France. On peut le dire comme ça, parce que Mais comment vous le dites ? Je le dis comme ça, si vous voulez que je le dise simplement. Oui, effectivement, il y a eu un numéro de Frontières, je crois, qui a très bien montré que de fait, on pouvait parler du parti de l'étranger. Alors évidemment, c'est devenu une formule, c'est la formule que Giscard avait utilisée au moment de Giscard, etc. Donc c'est allé un petit peu vite, et donc ça fait des punchlines, mais j'assume pleinement le fait que quand Rima Hassan vient nous expliquer que l'Algérie, c'est la Mecque des libertés, on ne peut pas mieux dire. Si effectivement la France est détestable et qu'il faut faire tout ce qu'il faut pour détruire la France, et qu'en même temps l'Algérie c'est la Mecque des libertés, ça veut dire qu'on soutient plutôt l'Algérie que la France. En ce sens, c'est effectivement le parti de l'étranger, oui. Et la jeunesse dans tout ça ? Jeunesse ? Certains disent Mélenchon est en train de pourrir la jeunesse. Pas seulement. La jeunesse, elle est détruite par une éducation nationale qui enseigne ces sottises-là depuis des années. Pardon ? Quelle sottise ? Quelle sottise ? Le fait que la gauche aurait toujours raison, la droite toujours tort, et qu'il faudrait prendre le logiciel total, c'est-à-dire qu'il faudrait défendre les Palestiniens aujourd'hui. Quand on est jeune, on défend les Palestiniens. Ça va bientôt être au CP qu'on va apprendre entre un cours sur les LGBT puis un autre cours sur le tri des ordures. On vous enseignera aussi à dire... Il faut bien à un moment donné arriver à la paix. Est-ce que c'est encore possible ? Écoutez, moi est-ce que c'est possible avec les mêmes dirigeants, côté israélien, côté palestinien ? Alors après, la paix, elle se fait de manière très concrète. Moi, j'ai été avec des gens très concrets, et j'ai été très touché par des images que j'ai vues de Palestiniens qui s'opposaient au Hamas. J'ai dit formidable, quel signe formidable. Que les gens puissent comprendre que la Palestine, c'est pas que le Hamas. C'est comme les gens comprennent bien quand on leur dit que la France, c'est pas que Macron. Et bien là, c'est exactement la même chose. On va pas comparer Macron au Hamas.
Hein. Non, je dis qu'on ne peut pas assimiler un peuple à son gouvernant. Disons-le comme ça, vous avez raison, il faut être beaucoup plus prudent. De toute façon, je n'assimile pas Macron contre le Hamas. Je suis un adversaire forcené d'Emmanuel Macron, mais s'il devait y avoir la possibilité de voter pour lui pour empêcher que la France insoumise arrive au pouvoir, je voterai pour Emmanuel Macron. Vous avez un scoop là. Mais je pense effectivement que le danger, il est de ce côté-là, et que les enfants et les jeunes sont assez incultes. On a vu d'ailleurs que même un certain nombre de députés de la France insoumise, quand on leur a demandé ce que ça signifiait une Palestine du Jourdain à la Méditerranée, ils étaient incapables de savoir ce qu'il en était. D'ailleurs, vous parlez de ce qui se passe du côté palestinien. Mahmoud Abbas, c'était, je crois, mercredi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a interpellé le Hamas. Libérer les otages, bande de chiens. Mahmoud Abbas, au Hamas. Libérer les otages, bande de chiens. Ah, j'ignorais ça. Quand même. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose quand même. Oui, mais peut-être que là, il prend le leadership aussi, en disant je dis ça, mais en même temps, Taqiya oblige, je suis libérer les otages, bande de chiens. On dit, peut-être qu'on pourrait négocier avec ce monsieur, et que peut-être parce qu'il a quand même dit que l'attentat contre les Juifs était défendable, mais je rappelle que ce monsieur a fait une thèse négationniste au niveau soviétique à l'époque. Mais bon, voilà. Oui, mais attends, ne soyons pas vous, c'est pas vous auquel je songe, mais ne soyons pas dupes de ce que ce monsieur peut dire pour pouvoir passer pour le personnage qui serait l'interlocuteur d'une négociation qui nous permettrait avec avec la Cisjordanie. Oui, je suis d'accord. Voilà. Il reste 5 minutes, quelques questions. Donc, vous parlez aussi de cette nazification de l'État d'Israël. Et puis les Insoumis ont trouvé un nouveau terme pour qualifier les Juifs qu'ils considèrent comme trop, les Juifs ou les non-Juifs d'ailleurs, trop au soutien de l'État d'Israël, les génocidaires. Ça participe de cette nazification de l'État d'Israël et des Juifs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le génocide est utilisé n'importe comment aujourd'hui, c'est quand même assez sidérant. C'est-à-dire que quand on a vu quand Israël a dit à la population gazaoui quittez la bande de Gaza parce qu'on va bombarder, c'est pas un génocide ça. C'est-à-dire quand on dit à des gens on va bombarder et quitter cet endroit, quand on fait un génocide on dit restez là et qu'on puisse vous massacrer correctement. Et quand les Gazaouis sont revenus dans la bande de Gaza, on a vu des images. Et moi, quand j'ai vu ces images faites avec des drones, je me suis dit, mais un gouvernement génocidaire aurait mitraillé la totalité de cette population. Je vais assez régulièrement en Israël. Quand je me retrouve en Israël, à Jérusalem ou à Tel Aviv, il y a un nombre d'Arabes qui sont partout. Et ça ne pose aucun problème. Et vous avez l'air d'être attaché à l'État d'Israël. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que vous soyez attaché comme ça. Il s'est passé qu'il y a une civilisation qui a été construite là-bas. J'ai écrit une théorie de Jésus pour montrer que Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament et que certains nous disent il est à venir, le Messie, et d'autres disent pas besoin de l'attendre, il est déjà venu et que ça donne le judéo-christianisme. Je vais un peu vite là-dessus, mais ça fabrique une civilisation qui est la mienne et je défends cette civilisation qui est la mienne. Donc je fais d'Israël le navire amiral de notre force occidentale. Dominique de Villepin, le navire amiral de quoi ? De Mélenchon, de l'islamo-gauchisme ou de l'islamo-gaullisme. Je crois ça. Non, le général de Gaulle, c'est pas ça du tout. Mais je pense qu'il travaille pour le Qatar, plus ou moins, non ? C'est ce qu'on m'a dit. Ça aide. C'est une question d'argent, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça aide quand même pour avoir un certain nombre d'idées. Alors, pour conclure, Michel Onfray, l'actualité, la mort du pape, qu'est-ce qu'il incarnait pour vous ? Le pape qui avait fait du soutien aux migrants, l'un des axes de son pontificat. Est-ce que c'était justifié ? Est-ce qu'il avait raison ? D'abord, c'est un jésuite qui a pris un nom de franciscain, on ne fait pas plus jésuite. C'est-à-dire vraiment, les jésuites sont avec le pouvoir, ce sont les confesseurs des puissants, et Saint François, c'était l'homme des petits, des animaux même, des plus petites créatures de la planète. Donc c'est un oxymore, c'est une opposition d'être un jésuite franciscain. Et donc que fait le jésuite ? Le jésuite, il dit, accueillons toute la planète, doit pouvoir accueillir les migrants. Ça, c'est les migrants, oui. Que fait le franciscain qui était le pape François, eh bien, en 1924, il durcit la loi qui interdit aux étrangers l'arrivée dans le Vatican. Et donc, qu'est-ce qui a dominé chez lui ? Le jésuite, bien sûr. Le jésuite. Mais oui, bien sûr. Un vrai franciscain, il arrive et puis il dit je vends le Vatican, je crée des hôpitaux. Il ne vivait pas au Vatican. Oui, mais ça, on ne fait pas plus orgueilleux. Il n'y a pas plus vaniteux que ce pape. Est-ce qu'il a été, pour reprendre le titre de votre livre, est-ce qu'il a été trop conciliant avec l'islamo-gauchisme ? Oui, moi je pense que le pape... Oui, il a été trop conciliant avec l'islamo-gauchisme parce que je pense que le pape Ratzinger, Benoît XVI, parce que Benoît XV était aussi un pape antimoderniste, c'est quelqu'un qui a fait un discours retentissant à Ratisbonne,
et que je pense qu'on lui a signifié la sortie parce qu'il n'était pas politiquement correct. Et donc vous souhaitez que le prochain pape soit comme Ratzinger? Moi, je souhaite rien. Je pense que on n'aura pas. Enfin, on va continuer le mouvement. Enfin, ils vont continuer le mouvement. Vatican II n'est pas prêt d'être aboli. Alors, en mémoire du pape François, des drapeaux ont été mis en berne hier en France sur les bâtiments publics. Une décision de François Bayrou à l'origine d'une polémique dans la mesure où ce serait, selon une partie de la gauche, un certain nombre d'élus en tout cas, une offense à la laïcité. Une laïcité à deux vitesses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la laïcité doit être repensée et que quand les gens sont fixés ou figés sur un texte de 1905, quand le problème c'est le christianisme qui est tout puissant et qu'il n'y a pas un seul musulman, pratiquement pas, et que la question juive a été réglée par Napoléon, on ne peut pas dire il y a une espèce de texte qui vole comme ça dans les cieux et en 1905 le texte a tout dit de notre laïcité. Et alors donc les drapeaux en berne? Oui, bien sûr, je suis pour. Vous êtes pour? Je suis pour. Et puis il y a eu un. Donc c'est pas contraire à la laïcité à la française? Mais non, parce que l'idée que je me fais de la laïcité, c'est la possibilité d'exprimer ses idées religieuses, y compris par exemple au fait de la possibilité de porter un voile par exemple dans la rue ou même dans certains autres endroits. Moi je pense pas que le problème soit de porter un voile, c'est pas ce qu'on a sur la tête, c'est ce qu'on a dans la tête, et que la laïcité c'est l'art de vivre ensemble. Alors, c'est pas l'art d'opposer. Ça veut dire que quand un grand dignitaire musulman décédera, il faudra mettre les drapeaux français en berne? S'il y avait un grand dignitaire musulman planétaire dont la voix puisse être écoutée et que ce grand dignitaire planétaire aurait fait l'éloge de la paix, de la fraternité, de l'œcuménisme, etc., je serais évidemment pour. Et vous dites que ça n'existe pas? Bah non. Non, c'est même une contradiction entre les termes. Il suffit de lire le Coran. C'est pas un livre de paix, d'amour, de fraternité entre les trois religions. Spiritualité religieuse et spiritualité républicaine, est-ce qu'elles peuvent cohabiter en France? Elles ont cohabité parce que globalement, tous les francs-maçons qui ont contribué à la fabrication de la pensée humaniste républicaine étaient des gens qui s'appuyaient sur la Bible. Moi, j'aime beaucoup les vieux livres de morale, par exemple, qui étaient ceux de l'école républicaine au début du XXe siècle. On a un éloge de Dieu. On a Benjamin Franklin, on a l'œil dans un triangle, et ça ne posait aucun problème que la République laïque enseigne l'existence de Dieu, enseigne l'existence de la spiritualité et enseigne les valeurs de la Torah qui sont d'aimer son prochain, d'aimer son prochain, d'honorer son père et sa mère, etc. Et de ne pas oublier qu'on a été esclave au pays d'Égypte. Absolument. Ça, c'est important. On vient de passer les fêtes de Pessah. Dernière question, est-ce que c'est juste de dire que la France et l'Europe ont des racines judéo-chrétiennes? C'est même pas que le mot... Enfin, c'est tellement évident pour moi. C'est tellement évident que... Y a pas, donc ça veut dire pas de racines musulmanes? Non, racines, attendez, il y a des racines, et puis après il y a un tronc, et puis après il y a des branches, si on veut filer la métaphore. Et bien sûr qu'il y a des branches musulmanes. Simplement, il faut aussi dire ce qui est à dire, c'est-à-dire arrêter de dire que, par exemple, les musulmans, quand ils ont occupé une partie de l'Europe, c'était l'amour du prochain. Et parler de la dimitude, et parler de ce qu'est vraiment Averroès, pour préciser que la théorie de la double vérité chez Averroès, c'est pas forcément la rationalité classique et occidentale. Enfin oui, il y a eu des conflits et des débats, mais sûrement pas dire, par exemple, que les textes grecs et latins de la philosophie ont été portés par les Arabes, ça a été porté par les musulmans, pardon, ça a été porté par des Arabes syriaques, non musulmans, chrétiens, qui étaient persécutés par l'islam. Donc faisons de l'histoire, et puis quand il y aura un grand pape musulman qui travaillera à la paix, eh bien ça méritera effectivement des drapeaux en berne. Merci en tout cas Michel Onfray d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle que votre livre, l'autre collaboration, Les origines de l'islamo-gauchisme, est publié chez Plomb. Bon dimanche sur Radio J, à dimanche prochain. Merci.